Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler au sujet du pouvoir, de d'où ça vient, puis quelles sont les sources de ce pouvoir, comment est-ce qu'on peut les contrôler. Et c'est une discussion générale que je vais vous proposer, mais je vais les coller à des choses très, très, très spécifiques dans le cours. Mais en même temps, je vais faire des références à des choses qui se passent maintenant et des choses qui se passaient au 17e, 16e, 17e siècle. D'accord? OK. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est d'où vient le pouvoir? Quelles sont les sources de pouvoir? Puis quand je veux dire pouvoir, je parle de politique. Il y a plusieurs sources de pouvoir. Je vais le limiter à 3, mais on pourrait en énumérer probablement une centaine. Il y a 3 sources importantes de pouvoir. Aujourd'hui, dans notre système politique actuel, on a tendance à citer le peuple comme une source de pouvoir. Le peuple détermine qui sont les chefs, qui sont les leaders, qui sont les représentants. Comment on arrive à cette décision peut varier de pays en pays, mais le peuple joue un grand rôle. Dans d'autres situations ou d'autres scénarios, on pourrait demander à l'élite. L'élite, ça peut être les riches, ça peut être les propriétaires, ça peut être les hommes, seulement les femmes, seulement les personnes d'une certaine race. Il y a toutes sortes de variations. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un nombre très limité. Mais l'élite, on appelle ça une méritocratie ou quelque chose du genre. Donc, ce serait un groupe très spécifique. Et une autre source de pouvoir, historiquement, peut être Dieu ou Allah ou une représentation divine. Maintenant, aujourd'hui, dans plusieurs pays, le peuple est la source du pouvoir d'un gouvernement. Dans d'autres pays, ça pourrait être l'élite. Puis même parfois, on dit que c'est le peuple, mais en réalité, c'est l'élite. Dans les anciens régimes, au Moyen Âge et la Renaissance et jusqu'au 19e siècle, Dieu était souvent la source du pouvoir. Maintenant, comment est-ce qu'on déterminait que c'était cette façon-là? C'est qu'on disait que Dieu, en Europe par exemple, on disait que Dieu avait choisi qui allait être le roi. La naissance d'un enfant était un miracle, puis on l'attribuait, ce miracle, à Dieu. Donc, Dieu avait choisi, dans cette vision des choses, qui allait être le roi ou le chef. Donc, Dieu était la source du pouvoir d'un roi. Puis ça va être très important au 16e, 17e siècle. Donc, prenons notre pouvoir divin, qu'on appelle. Le pouvoir divin se nommait généralement un roi. Le roi était aussi nommé le monarque, d'où le nom monarchie. Un monarque était généralement nommé, pas nommé, il héritait de ce titre. Puis, ce que ça voulait dire, c'est que ça représentait un système que le propriétaire le plus important du pays, essentiellement, était le roi. Parce que la famille royale était généralement la famille la plus riche de la communauté. Donc, qu'est-ce qu'un roi avait comme source de pouvoir? Sa source de pouvoir se retrouvait dans l'idée que ça venait de Dieu. Okay? Son pouvoir venait de Dieu pour le roi. Donc, Dieu l'avait choisi dans leur vision des choses. Puis il y avait des philosophes et des religieux qui expliquaient comment ça fonctionnait. C'est une expression assez difficile à comprendre, mais ça fonctionnait pour un certain temps. Puis les gens qui avaient peut-être un mot à dire par rapport à ça étaient très limités. En fait, c'était également un système élitiste.
Donc, il y avait seulement une petite élite qui avait un rôle à jouer, puis cette élite s'appelait la noblesse. Donc, la noblesse était l'élite, puis la noblesse acceptait l'idée que Dieu avait choisi le roi. Donc, quand les gens croient cette idée-là, le roi n'a pas de compétition. Maintenant, les groupes qui étaient exclus étaient souvent les paysans. Ils sont exclus, ils ne sont pas dans ce groupe. Et il y avait également une classe qui aujourd'hui on appellerait la classe moyenne, mais qui devenait de plus en plus importante, qu'on appelait les bourgeois. Les bourgeois, c'était des professionnels. C'était des gens qui n'étaient pas nobles, parce que la noblesse, c'était un titre que tu avais reçu du roi. Et c'était transmis de père aux enfants. Donc, et de génération en génération. Donc, le bourgeois voulait se rendre à la noblesse pour atteindre l'élite. Ce que ça lui donnait, c'était accès à des postes qui pouvaient jouer un rôle avec le roi. Vous comprenez? Donc, les bourgeois étaient tentés énormément à devenir nobles. Les paysans, eux autres, n'avaient pas de moyens. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas de terre. Ils n'étaient pas propriétaires. 80%, 90% de la population était paysanne. En France, en Allemagne, dans la plupart des pays. La seule façon que tu pouvais t'en sortir, c'était si jamais tu avais trouvé un petit peu d'argent en étant un soldat ou quelque chose du genre. Donc, tu pouvais peut-être te rapprocher d'un petit peu de bourgeoisie. Mais vraiment, c'était rare que ça arrivait. Donc, ces différents groupes avaient un rôle à jouer dans la société. Puis ces rôles pouvaient être très variés. Donc, la place que les gens voulaient se trouver pour être plus proches du pouvoir, c'était la cour du roi. Okay. Si tu étais membre de la cour, ça voulait dire que tu vivais dans le château où le roi vivait, ou tu vivais proche du château où le roi vivait. Parce que le gouvernement, c'est l'hôstier. Donc, le plus proche que tu es de la cour, le plus proche que tu es du roi, donc tu es le plus proche du pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir fait? Le pouvoir fait des lois. Des lois qui sont essentiellement des règles de société. Donc, une société décide quelles vont être les règles qui vont gérer leur système. Souvent, l'élite veut protéger leurs droits, leurs privilèges, leur vie. Donc, quand l'élite se confronte contre le peuple, qui peut arriver, tu vas avoir un conflit. Tu peux avoir un conflit. Tu vas peut-être avoir des gens qui vont être en opposition. Tu vas peut-être avoir des gens qui vont être avec toi. Mais peu importe, tu as besoin de trouver des moyens à gérer ça. OK? Donc, les lois sont importantes. Ça peut être des lois sur qui contrôle la propriété, comment est-ce qu'on règle les différends, qu'est-ce qui décide les lois. Est-ce que ça va être la population? Est-ce que ça va être juste l'élite? Est-ce que ça va être juste le roi? Ou est-ce que ça va être une combinaison de tout ça? Donc, c'est là où ça devient très important. Donc, le pouvoir avec les règles sont très importants. Donc, il y a 3 pouvoirs qu'un gouvernement peut avoir. Le premier pouvoir, c'est législatif, faire des lois. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif, d'exécuter les lois. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, faire respecter les lois. Donc, le législatif, c'est dire il n'y a pas de magasin ouvert le dimanche. Ça serait la loi. L'exécution, c'est d'annoncer ça. Il faut l'annoncer, il faut envoyer des lettres à tous les marchands pour dire que les magasins sont fermés, il faut informer le public que les magasins ne sont pas ouverts, etc. Puis le judiciaire, c'est s'il y a quelqu'un qui l'ouvre, il y a quelqu'un qui a besoin de le punir. Donc, on détermine quand on fait la loi, qu'est-ce que la punition. Donc, ça pourrait être des amendes, ça pourrait être du temps de prison, ça pourrait être exécution, etc.
C'est comme ça peut aller. Ça dépend comment sérieux tu veux que cette loi soit prise. Donc, ça, c'est le pouvoir, les trois pouvoirs d'un gouvernement. Maintenant, la question qui doit se poser ensuite, c'est qui va décider ces choses-là? Est-ce que ça va être différents groupes ou est-ce que ça va être une seule personne ou un seul groupe? Ça peut être ça pourrait être une seule personne. Quand c'est une seule personne et un seul groupe, on appelle ça de l'absolutisme. Quand tous les pouvoirs politiques sont regroupés sous une seule personne, on appelle ça l'absolutisme. Okay? Donc, ils sont collés ensemble. Une seule personne. Si c'est séparé, que c'est trois volets, là, on peut parler de différents modèles. Mais un modèle qui existe, c'est ce qu'on va appeler le parlementarisme. Mais on pourrait parler aussi de système républicain aussi. Je n'ai pas une feuille pour ça. Mais ça pourrait être les républicains. Je vais juste l'écrire ici. Républicains ou parlementarisme. Qu'est-ce que la différence? Essentiellement, comment tu choisis tes chefs, comment tu choisis tes personnes. Dans le système républicain, tu n'as pas de roi. Ou si tu as un roi, il est élu. Ce n'est pas un roi héréditaire. Okay? Donc, le parlementarisme, c'est avoir un parlement. Il y a un parlement quelconque. C'est une place où on peut discuter. Puis souvent, le parlement va avoir le pouvoir législatif, va faire les lois. À l'intérieur du parlement, il pourrait avoir un groupe qui fait partie de l'exécutif. Comme au Canada, le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des communes puis le Sénat, c'est le volet législatif. Le volet exécutif, c'est les ministres, le Conseil des ministres. Donc, vous avez le Premier ministre puis tous les autres ministres. Ça, c'est l'exécutif. C'est eux qui sont responsables de mettre les lois en action. Le judiciaire, c'est la Cour suprême, donc les juges. Dans un régime absolutiste, vous avez tout ceci ensemble. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez une seule personne qui prend toutes les décisions. Cette personne va se nommer roi ou empereur, mais il va être le seul chef. Donc, c'est lui qui va faire les lois, c'est lui qui va les mettre en action, puis c'est lui qui va être le dernier juge. Donc, c'est une seule personne qui a tous les pouvoirs. Donc, voici quelques exemples. 1. Pour l'absolutisme, avec les trois pouvoirs qui sont remis ensemble, vous aviez la noblesse, vous aviez la cour, non, excusez-moi, je ne vais pas mettre la cour, vous avez les bourgeois, et vous aviez les paysans, donc, la noblesse, les bourgeois et les paysans, en plus du roi, mais ces personnes vont être dépendants du roi, très dépendants. Donc, dans un régime absolutiste, c'est le pouvoir, disons qu'on passe une loi disant que tout le monde doit payer des taxes. Okay? Tout le monde doit payer des taxes. Ouais, ça marche mal ici. La loi, c'est tout le monde doit payer des taxes. D'accord? Donc, ça c'est la loi. Tout le monde doit payer des taxes. Le roi s'assure que son gouvernement passe le message. Vous allez payer des taxes. Ça, la noblesse, les bourgeois, les paysans. Et s'il y en a un qui décide de ne pas payer, c'est lui, le roi, qui va décider, qui va prendre la décision de qu'est-ce que la punition et comment on va les punir. Le système ou le pays qui avait ce genre de système, c'était la France. La France du XVIe siècle, sous Louis XIII et Louis
XIV. Mais ça va se poursuivre sous Louis XV et Louis XVI. Ils ont des noms originaux, n'est-ce pas? Donc, ceci, ça veut dire, en fait, avant lui, il y avait Henri IV. Donc, de 1600 environ jusqu'à 1789, on a un régime qu'on appelle absolutiste en France. Donc, le roi était le chef. C'est lui qui faisait les lois. C'est sûr qu'il y avait du monde autour de lui qui lui proposait des lois, mais c'est lui qui décidait si c'était une loi ou pas. Il y avait donc ensuite la responsabilité de s'assurer que la loi était exécutée. Donc, il déléguait, il disait à son ministre des Finances, informe le monde, on a une nouvelle taxe. Il informait le ministre de la Marine, on va en guerre, organise les bateaux, etc. Donc, il met les lois en action. Puis, il y a quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est lui le juge. Donc, sous Henri IV, Louis XIII, XIV, XV et XVI, ça, c'était le système en France. Maintenant, ça, c'est un modèle. Pendant le temps de Louis XIV, d'autres pays voulaient vraiment le copier. Parce que lui, ce que Louis XIV a fait, c'est que pour s'assurer que le contrôle était vraiment sous sa main, il a construit un nouveau château, un palais, qui s'appelle le palais de Versailles. Et ce palais se retrouve à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Paris. C'est loin de Paris à cette époque. Et la raison pourquoi il construit ce palais, c'est que le roi avant était à Paris comme tel. Et il trouvait que les nobles avaient trop d'influence sur le roi. Louis XIV avait vécu un épisode qu'on appelle la Fronde, où les nobles ont tenté de prendre le contrôle du royaume. Et il était jeune, il avait même pas 10 ans. Quand la Fronde a éclaté, il a eu très peur. Quand il est devenu adulte, parce que la Fronde a été réglée, mais quand il est devenu adulte, il dit, OK, on ne va pas revivre ça. Donc, il s'est fait construire un château à l'extérieur de Paris, puis toute la cour va déménager avec lui. Donc, la cour va déménager à Versailles, sous Louis XIV. Et pourquoi il fait ça? Il veut que la cour, c'est les ministres, c'est les hauts fonctionnaires, les hommes qui travaillent dans le gouvernement du roi. Puis au lieu qu'ils soient dans les rues de Paris en train de jaser, dans les cafés, puis ainsi de suite, puis en train de préparer des complots, ils sont dans son château, ils sont dans sa maison. Et lui organise que son château a plein de petits couloirs entre les chambres, et ainsi de suite. Donc il sait qu'est-ce qui se passe. Il envoie des espions partout. Il s'assure que les gens qui vivent dans son château savent que c'est lui qui est en charge, mais aussi qu'il connaît tout ce qui se passe. Très important. Donc, c'est très centralisé. En échange, il faut échanger les choses. Ce n'est pas aussi simple que de dire je te contrôle. En échange, ce qu'il va dire aux nobles, c'est si vous me donnez tous les pouvoirs, donc si j'impose une taxe, si vous la payez ou du moins vous la transmettez à vos pauvres, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre population dans votre petit coin. Donc, en d'autres mots, le roi a des terres, oui, mais tous les nobles ont des terres également. Les nobles peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur propre terre. En d'autres mots, par exemple, la chasse et la pêche étaient une activité très prisée par la noblesse. Les nobles ne voulaient pas que leurs paysans fassent la chasse et la pêche. Ils voulaient garder tout le gibier pour eux. Donc, il y a plusieurs nobles qui avaient imposé une loi dans leur terre, disant que les paysans qui vivaient sur leur terre n'avaient pas le droit de faire la chasse et la pêche. Donc ça, c'était pas Louis XIV qui passait cette loi-là, c'était les nobles dans leur petit patelin. Ils l'ont tout fait, ou presque. Et quand ils faisaient ça, le roi aurait pu entendre une plainte d'un paysan qui disait, écoute, c'est pas juste parce que je ne peux pas nourrir ma famille, etc. Mais le roi aurait dit, le noble a le droit de faire ça. Dommage. Donc, ça, c'était l'échange. Mais si Louis XIV voulait aller en guerre, les nobles n'allaient pas contester ça. Ils disaient, OK, pas de problème, on te soutient. Donc, ça, c'est le système absolutiste, en action. Puis d'autres pays voulaient imiter ça, incluant l'Angleterre. Là, je vous ai déjà expliqué la guerre civile anglaise. Mais cette guerre civile, c'était la
la même bataille entre les nobles en particulier et le roi. Mais eux avaient la Chambre des communes et la House of Lords. Donc, eux autres, leur parlement, ils avaient un parlement, et leur parlement était un parlement national. Il y avait des assemblées en France, mais les assemblées n'étaient pas des assemblées nationales. Je vais mettre ça là. Et donc, vous avez la Chambre des communes et la House of Lords. Puis au début, le House of Lords, la Maison des Lords, était supérieure. Et ce qui est la bataille va être la même, essentiellement. C'est une négociation qui vient en guerre, comme on a déjà vu. Mais la discussion va être autour de qui est-ce qui contrôle quel pouvoir. Puis la noblesse va mener cette bataille, mais il va y avoir aussi des bourgeois et des paysans qui vont être impliqués. Une des grandes différences en Angleterre comparée à la France, c'est qu'évidemment, il y a l'aspect religieux, mais l'autre chose, c'est qu'il y a seulement un parlement. En France, il y avait des assemblées dans les grandes villes. À Paris, il y en avait un. On les appelait des parlements, mais c'était un parlement régional ou municipal, si vous voulez. C'était des conseils municipaux gonflés. C'était juste des assemblées de nobles. Mais ils n'avaient pas une voix nationale. Ici, dans la Chambre des communes et dans la Maison des Lords, ils avaient une voix nationale. Donc, ils rencontraient tous les députés de partout à travers le pays dans une seule place, puis ils pouvaient se parler. Maintenant, ils n'étaient pas appelés régulièrement, puis ça, c'était un des gros problèmes qu'on a vu, c'est que le roi pouvait les appeler quand il avait besoin, pas par nécessité autre que ça. Donc, lui, il avait beaucoup de pouvoir discrétionnaire à ce point-là, c'est-à-dire il pouvait les appeler à sa discrétion. Les moments où il les avait besoin, c'est quand il avait besoin de plus d'argent pour mener une guerre ou mener un projet quelconque. Donc, ça, c'était son pouvoir. Ce que eux voulaient, c'était l'idée que la Chambre des communes et la Maison des Lords se réunissent régulièrement. Puis, comme on a vu dans un autre épisode, ça s'est déroulé finalement en 1788. En 1688, quand le roi Jacques II d'Angleterre a été jeté dehors. On ne l'a pas exécuté parce qu'on avait exécuté son père, puis ça n'avait pas été bien parce qu'on a eu Oliver Cromwell, puis ça, le monde ne voulait pas revivre ça. Donc, Jacques II va être invité à sortir. On va demander à sa sœur, Marie, qui est mariée à Guillaume ou William d'Orange, et il va être invité de remplacer, donc lui, Guillaume, va devenir le roi, William of Orange en anglais, va devenir le roi d'Angleterre, et elle, la reine, c'était la sœur à Jacques, mais ils acceptent quelque chose. Acceptent premièrement, mais lui était déjà protestant, donc ça marchait, il était anglican. Donc lui, il n'y a pas de problème religieux ici, de un. De deux, il va accepter que le Parlement peut se rencontrer annuellement et qu'eux vont avoir un rôle de pouvoir législatif et exécutif. Donc c'est le modèle parlementaire qu'on va adopter finalement en Angleterre. Donc ça, c'est les deux systèmes majeurs, c'est-à-dire absolutisme et parlementarisme. Je vous remercie de votre écoute. Bonne fin de journée.